Vous êtes nombreux à nous suivre depuis le Bénin et au-delà de nos frontières. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le dénouement de l'affaire du parrainage du député Michel Sodjinou devra encore attendre. La Cour constitutionnelle du Bénin, saisie d'un recours contre l'ordonnance du tribunal de première instance de Cotonou, a ouvert ce lundi une audience plénière spéciale aussitôt suspendue et reportée au 23 octobre prochain. Dans un contexte mondial marqué par des inégalités croissantes et des crises environnementales, les organisations non gouvernementales émergent comme des moteurs essentiels de l'éveil citoyen. Ces entités s'engagent à informer et mobiliser les citoyens autour des problématiques. Quels sont leurs rôles, éléments à suivre dans ce journal? Dans l'actualité internationale, Nicolas Sarkozy est en prison depuis ce mardi matin. Il avait été condamné il y a presque un mois pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen, une détention inédite dans l'histoire de la République française. La Cour constitutionnelle tiendra finalement l'audience spéciale le jeudi prochain pour examiner le recours formé par le parti Les Démocrates contre la décision du tribunal de Cotonou concernant le parrainage de Michel Sodjinou, député de la 19e circonscription électorale. Initialement prévue pour ce lundi, l'audience a été reportée à la demande du requérant en raison de l'apparition de nouveaux éléments le dimanche dernier. Suivons ici les explications de l'honorable Kamel Ouassangari. Nous avons saisi la Cour constitutionnelle suite à l'ordonnance sortie par le juge du tribunal de première instance de Cotonou qui a invalidé le parrainage du sieur Sodjinou Michel, une invalidation qui a été faite sans tenir compte des décisions de la Cour constitutionnelle, surtout en prenant en compte la décision qui a connu le contrôle de conformité du nouveau code électoral. Donc nous avons saisi la Cour pour déclarer contraire à la Constitution et contraire à l'autorité de la chose jugée l'ordonnance du juge de première instance de Cotonou. Mais nous avons aujourd'hui, l'audience a été programmée aujourd'hui dans les conditions que vous savez, parce que en dehors du requérant que je suis, tous les autres honorables qui étaient venus pour nous soutenir ont été mis à la porte au motif que c'est seulement ceux qui ont, la personne qui a fait la requête qui pouvait se retrouver dans la salle. Mais nous avons demandé un report de l'audience qui a été accepté par la Cour pour le jeudi prochain à 10h, parce que dans la journée d'hier, il y a eu des éléments nouveaux et ça a permis de renforcer notre requête. Et nous sommes sûrs que le jeudi, le droit sera dit, parce que de cette décision, de la décision que sortira la Cour constitutionnelle, dépendra de beaucoup de choses dans le pays. Et c'est, si on appelle les membres de la Cour constitutionnelle des sages, je pense que la sagesse va gagner et que la démocratie qu'on a connue depuis 1990, avec leur décision du jeudi, qui viendra le jeudi prochain, je pense que cette démocratie va revenir. Parce que nous avons des éléments solides, nous avons la propre jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui nous fortifie dans notre action. Et je pense que le droit sera dit et que bientôt notre duo de candidats, Renaud Agbodjo et Jude Lodjou, vont se retrouver dans le starting block. Et c'est sûr que le 12 avril, le Parti Les Démocrates remportera au premier tour les élections présidentielles. À quelques mois des prochaines élections, la démocratie béninoise est de nouveau sous les projecteurs. Alors que le climat politique s'anime entre stratégies partisanes, polémiques autour du parrainage et appel au dialogue, la période préélectorale soulève de nombreuses interrogations sur la transparence, l'équité du processus électoral et la participation citoyenne. Quel est l'état de la démocratie au Bénin à l'approche des scrutins? Voici quelques citoyens ont répondu à la question. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Bernardin Bonungo. La démocratie béninoise, c'est le Parti des démocrates qui va réinstaurer cette démocratie, parce qu'à un moment donné, la démocratie était par terre. On n'y croyait plus. Ce n'est plus ce qu'on s'était dit lors de la conférence nationale des forts vues de la nation. Et aujourd'hui, on se rend compte que la démocratie a été embrigadée. Il faut les démocrates pour pouvoir mettre sur pied, pour pouvoir faire renaître la démocratie que nous avons connue jadis.
Cette période préélectorale, déjà la démocratie béninoise, c'est connu de tous, c'est peut-être revenir sur un rappel. Elle est, je dirais, comateuse, si on peut se permettre le mot, parce qu'elle ne respire pas. Notre démocratie est souffrante. Elle souffre en fait de l'absence des libertés. Elle souffre également de l'écoute du dialogue entre les gouvernés et les gouvernants. Cette démocratie également souffre de la transparence, tant dans la gestion que dans le processus électoral, qui quand même est l'essence même de la démocratie, parce que qui parle de démocratie parle quand même de liberté, parle d'organisation régulière des élections pacifiques et la participation de l'opposition à l'animation de la vie politique. Mais tout ça, nous constatons au Bénin que c'est vraiment rétréci, l'espace est rétréci, le dialogue n'est pas ouvert, mais bon, le peuple béninois et les acteurs de l'opposition béninoise ont quand même cette sagesse de pousser, de pouvoir garder le calme qu'il faut pour conduire et pour ressusciter cette démocratie-là, si je peux le dire ainsi. Ce qu'on préconise déjà, c'est l'ouverture, et je crois que c'est ce que le peuple béninois attend, qu'on ouvre les élections, et que les élections se passent dans le calme qu'il faut, et qu'on applique le droit. Aujourd'hui, vous allez constater que les Béninois craignent partout, ça crie, il ne faut pas présenter un député et tout, alors que juridiquement, ça ne répond à rien. Donc tout ça, c'est parce que nous sommes en crise démocratique que les Béninois ont cette crainte-là et ne veulent pas prendre de risques. Essaient de dire il ne faut pas courir le risque parce que nous savons ceux qui sont là. Et donc quand on dit nous savons ceux qui sont là, c'est affirmer indirectement que la démocratie est malade, que nous ne sommes plus dans une bonne démocratie, mais dans une démocratie déguisée. Et la solution alors, c'est d'appeler les acteurs, notamment les acteurs de la mouvance, mais aussi les présidents des institutions, notamment la Cour constitutionnelle et la Sénat, de faire les choses selon le droit. Surtout la Cour constitutionnelle, d'agir selon le droit, de dire le droit et de remettre les Béninois en confiance pour que cette démocratie-là, qui a toujours été chère pour nous depuis 1990 et d'ailleurs qui nous a donné quand même une certaine notoriété dans la sous-région, qu'on puisse véritablement la réanimer chez nous et s'ouvrir davantage et attirer plus d'investisseurs. Parce que là où il y a le calme, là où il y a la démocratie, l'investisseur se sent en sécurité, l'opérateur économique se sent en sécurité et de la même façon, la diplomatie marche bien aussi. Est-ce que nous pouvons encore parler de la démocratie au Bénin, sinon vous n'êtes pas sans savoir les différents événements qui ont secoué ce pays ces derniers moments préélectoraux. Et si nous allons réellement parler de la démocratie, elle devait prendre en compte pas mal d'aspects. Et c'est ce qu'on n'observe pas ces derniers temps. Et ce qui incarne même la démocratie, et si nous prenons le volet politique, c'est réellement le parti Les Démocrates et qui est plus attendu par le peuple béninois pour savoir réellement le processus. Vous regardez déjà le processus, c'est un processus démocratique et qui montre que eux, ils ont plus le matériel pour pouvoir faire respecter la démocratie que ceux qui pensent incarner la démocratie de par les réformes mises en place. Et dans le reste de l'actualité, les organisations non gouvernementales sont des acteurs privés qui agissent sur le plan national et international. Elles interviennent dans des secteurs tels que l'humanitaire, l'environnement, la liberté de la presse et bien d'autres. Au Bénin, il existe une multitude d'ONG. Que font-elles réellement? Ont-ils un impact dans la vie des citoyens? La réponse avec le directeur de la Maison de la Société Civile. En général, le rôle des associations est apprécié sous deux angles. Le premier aspect, c'est surtout, disons, le volet relatif à la vie citoyenne. Est-ce que les politiques publiques, dans leur déploiement, s'exécutent comme c'est prescrit? Est-ce qu'il n'y a pas des aspects liés à la gouvernance, liés à la vie sociale de façon générale, qui échappent aux détenteurs, enfin aux autorités, et sur lesquels l'attention peut être attirée?
pour le mieux-être de tout le monde. Ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est essentiellement des réponses pratiques, concrètes à des situations auxquelles se trouvent confrontées les populations. Donc, des questions, par exemple, de gestion des ordures. Pendant longtemps, ça a été géré par les associations. Et depuis un certain temps, l'État a repris et a recommencé à prendre le contrôle, en tout cas pour les grandes villes. Les questions liées à l'éducation. Dans certaines localités, les communautés n'ont pas accès à l'éducation, donc les associations s'organisent pour assurer cela. Quand je prends par exemple la formation d'éducation maternelle, l'école maternelle, pendant longtemps, certaines communautés se sont organisées sous l'égide d'ONG pour pouvoir s'occuper des enfants avant en âge, ceux qui ont moins de 4 ans. Donc il y a, si je récapitule, donc il y a un volet de veille citoyenne, il y a un volet, je vais dire, réponse, prestation de services. En fait, moi, de ma position, le travail que nous faisons pour que les associations soient efficaces, ce travail-là continue d'être fait. Il y a peut-être l'amplification ou la communication qui est faite sur les associations qu'on ne remarque plus forcément maintenant. Si vous me demandez par exemple, voilà, il y a par exemple le mouvement Mercredi Rouge et ce type d'activité, on l'a pas encore cette fois-ci. Moi, je vais vous dire simplement que à chaque temps et à chaque moment correspond des formules de travail. Le plus important, c'est de pouvoir faire remonter les préoccupations des populations. Le plus important, c'est de pouvoir, de mon point de vue, toucher les autorités sur ce qui ne va pas. Et il y a plein d'exemples qui peuvent démontrer que les associations continuent de faire leur travail. L'année dernière, par exemple, si je prends juste un cas de plaidoyer que nous avons accompagné au cours du dernier, je crois, trimestre de l'année dernière, et on a interagi avec des autorités sur des questions liées à l'éducation, liées à l'accès à l'eau, liées à l'état civil, liées à la santé. Donc il y a un gros mouvement, une production d'évidence qui a permis d'interagir avec les pouvoirs publics et des résultats concrets ont été notés. Moi, c'est ce que je peux dire. On a peut-être l'impression qu'il n'y a plus d'agitation, mais il y a un travail qui se fait. Le travail est beaucoup plus, peut-être discret, plus souterrain, mais moi, j'estime de ma position que les associations continuent de travailler. Il faut reconnaître que de façon globale, on n'a pas suffisamment de ressources. Les ressources s'amenuisent. Du coup, il y a des champs, des terrains sur lesquels on travaille et on est moins actif. Ouvrons à présent la page de l'actualité internationale. 8 jours après la tenue de l'élection présidentielle au Cameroun, la Commission nationale de décompte des voix a officiellement publié les résultats. Au terme de 3 jours de compilation, Paul Biya, candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, est déclaré vainqueur avec 53,66% des suffrages. Le reportage. Au Cameroun, la Commission nationale de recensement général des votes, organe chargé de compiler les résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre, a annoncé tard lundi que Paul Biya, candidat du RDPC, arrive en tête avec un peu plus de 53% des suffrages exprimés. Il est suivi de près par Issa Chiroma Bakari, 35%, Cabral Libi, 3%, tandis que Bello Bouba Maïgari recueille, lui, 2% des voix. Ces résultats provisoires sont issus de la compilation des procès-verbaux transmis par les 58 commissions départementales. Les membres de la commission du recensement doivent désormais transmettre leur rapport au Conseil constitutionnel, qui est seul habilité à proclamer les résultats définitifs. Celui-ci rendra sa décision jeudi prochain, après avoir statué sur les contentieux électoraux. En parallèle, la coalition Union pour le changement 2025 affirme qu'Issa Chiroma a remporté le scrutin avec plus de 60% des voix. Elle invite le Conseil constitutionnel à rétablir la vérité des urnes.
Au Soudan, une frappe de drone a touché les environs de l'aéroport international de Khartoum ce mardi alors que les autorités s'apprêtaient à rouvrir le site au vol antérieur dès le lendemain. Fermé depuis avril 2023 en raison du conflit opposant l'armée soudanaise aux forces de soutien rapide, l'aéroport devrait symboliser un retour progressif à la normale après la reprise de Khartoum par les forces régulières au printemps dernier. Suivant. L'aéroport international de Khartoum a été visé par une attaque de drone ce mardi. Selon des sources sécuritaires et des témoins, cette offensive intervient alors que les autorités de l'aviation civile s'apprêtent à relancer les vols domestiques ce mercredi, suspendus depuis le début du conflit en avril 2023. Selon une source sécuritaire citée par Sudan Tribune, plusieurs drones ont été interceptés par les défenses antiaériennes de l'armée soudanaise peu après 4 heures. Aucune information précise n'a été communiquée sur les dégâts éventuels. L'aéroport, gravement endommagé dès les premiers jours de la guerre, faisait l'objet de travaux de remise en état. Il avait été l'une des premières cibles des paramilitaires au début du conflit. Il s'agit de la 3e attaque par drone contre la capitale en une semaine. La semaine dernière, 2 bases militaires situées dans le nord-ouest de Khartoum avaient été visées 2 jours d'affilée. Un responsable militaire avait alors assuré que la majorité des engins avaient été neutralisés. En Madagascar, le président par intérim Michael Randrianirina a nommé Rajao Narivelo Premier ministre une semaine après le renversement d'Andry Rajoelina, ancien patron de la banque BNI et figure du secteur privé. Il incarne le choix d'un gouvernement civil dans un contexte de transition. À la tête du pays depuis un soulèvement populaire appuyé par l'armée, Randrianirina promet des réformes profondes. Le reportage. Erin Salama Rajaonarivelo est le nouveau Premier ministre de Madagascar. Il a été nommé à ce poste par le président de la Grande Île, le colonel Michael Randrianirina. Le nouveau chef du gouvernement de la refondation est un homme d'affaires. Il est le président de la BNI, la Banque nationale d'industrie, propriétaire et directeur d'une société de holding, Phoenix Investment Limited. Erin Salama Rajaonarivelo a par ailleurs présidé pendant près d'une dizaine d'années aux destinées du groupement du patronat Malagasy. À l'échelle internationale, le nouveau Premier ministre a offert ses services à la Banque mondiale et l'Union africaine, entre autres. Une expérience qui a sans nul doute pesé dans sa nomination. Il a désormais la lourde tâche de former la première équipe gouvernementale de l'ère post-Andry Rajoelina, l'ex-président, victime d'un coup d'État consécutif à une grogne sociale. Une détention inédite dans l'histoire de la République française. L'ancien président Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi à la prison parisienne de la Santé, près de mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen. Il a immédiatement déposé une demande de mise en liberté selon ses avocats. C'est après moi. En France, Nicolas Sarkozy est arrivé mardi à la prison de la Santé de Paris. L'ex-président français y purgera une peine de 5 ans de réclusion dans le cadre d'une conspiration criminelle visant à financer sa campagne électorale de 2007 avec des fonds libyens. Le centre pénitentiaire est décrit ici par l'un des ex-pensionnaires, Pierre Botton. Le temps en prison, c'est une folie. C'est une folie. Et donc, il va passer comme ça avec son pactage, et puis on va l'amener dans sa cellule, on va ouvrir la cellule, et il va découvrir où il va aller. Donc voilà ce que j'ai décrit à plusieurs reprises. Un petit lit de 70 cm fixé au sol, une plaque chauffante, un frigo payant, une télé payante. La prison, inaugurée en 1867, a été entièrement rénovée ces dernières années. Nicolas Sarkozy a déclaré au journal Le Figaro qu'il s'attendait à être placé en isolement, à l'écart des autres prisonniers pour des raisons de sécurité. Il peut demander à être isolé, mais il ne décidera pas. Il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne décide rien en prison. Vous ne décidez rien. Même si vous êtes président de la République, même si vous êtes un homme très riche, vous ne décidez rien.
Reconnu coupable d'association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy clame son innocence. Il devient ainsi le premier président français de mémoire d'homme à être emprisonné. C'est tout pour ce tour d'actualité au Bénin et au-delà des frontières. Merci pour votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bg/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook et YouTube.